Allez, on écoute bien. Vénus a plus de volcans que n'importe quelle planète du système solaire, plus de 1600. Et un jour sur Vénus, mesuré par le temps que la planète prend pour tourner une fois sur son axe, prend plus de temps qu'il n'en faut pour faire le tour du Soleil. Waouh! Et ça, ce n'est que lundi. Un effet de serre extrême réchauffe la surface de la planète jusqu'à 465 degrés Celsius, suffisamment chaud pour faire fondre du plomb. Là-bas, les vents atteignent la vitesse de 720 km/h dans la couche médiane de nuages, soit plus vite que les tornades les plus rapides de notre planète. À la surface de Vénus, la pression est 90 fois plus élevée qu'au niveau de la mer sur Terre. Mais ça me paraît être un endroit génial pour passer des vacances reposantes, hein? Et récemment, cet endroit incroyable est devenu encore plus intrigant. Dans l'atmosphère toxique de Vénus, il y a quelque chose qui pourrait révéler l'existence de la vie. Malheureusement, les scientifiques n'ont pas eu l'opportunité de récolter des spécimens de microbes ni de prendre des photos de la vie extraterrestre. Mais ils ont découvert un élément chimique appelé phosphine et ce n'est pas rien. Si ce n'est pas un élément chimique précédemment inconnu qui produit ce gaz, alors il doit y avoir une sorte de vie microbienne impliquée dans le processus. La phosphine est composée de 3 atomes d'hydrogène et d'1 atome de phosphore. Ce gaz est toxique pour n'importe quelle forme de vie qui nécessiterait de l'oxygène, dont nous autres, humains. Sur notre planète, la phosphine se trouve dans des endroits avec très peu, voire pas d'oxygène. Par exemple, les marais et les marécages. Ce gaz est créé par des mélanges complexes de bactéries qui vivent là. Il peut être aussi produit industriellement. Le plus étrange dans tout cela, c'est que la phosphine n'est pas supposée se trouver dans l'atmosphère de Vénus. Ce gaz a besoin d'une pression et d'une température précises, ainsi que de tonnes d'hydrogène pour se former. Il ne serait pas surprenant de le trouver sur Saturne ou Jupiter, les fameuses géantes gazeuses. Mais sur Vénus, totalement inattendu. Il n'est pas possible que la phosphine soit produite naturellement sur cette planète. De petites quantités peuvent être créées lors d'éruptions volcaniques, d'orages électriques, d'explosions de minéraux à la surface, ou lorsque des météorites entrent dans l'atmosphère de Vénus. Mais c'est loin d'être suffisant pour expliquer ce que les astronomes ont observé. Cela n'expliquerait en effet qu'un 10 millième de la phosphine observée au télescope. Mais reprenons depuis le début. En 2017, un groupe de scientifiques dirigé par Jane Greaves de l'université de Cardiff a commencé à utiliser le radiotélescope de James Clerk Maxwell à Hawaï. L'idée principale étant de chercher de la phosphine, un gaz qui serait un signe de vie sur Vénus. Au retour des données, les chercheurs les ont analysées et ils ont été choqués. La présence de phosphine était impressionnante. L'équipe a même regardé les résultats plusieurs fois. Elle voulait s'assurer qu'aucune autre substance n'imitait la présence du gaz de phosphine. Alors, est-ce que cela veut dire qu'il y a de la vie sur Vénus? Pas nécessairement. Si ce gaz est créé par de mystérieux organismes, la question est de savoir comment ils survivent sur Vénus. Sur notre planète, des microbes peuvent prospérer dans l'environnement avec une acidité de 5%, mais pas plus. Sur Vénus, cependant, les nuages sont presque entièrement faits d'acide. Et même s'il y a une température plutôt agréable de 30 degrés Celsius, ces nuages contiennent plus de 90% d'acide sulfurique. L'ADN, les acides aminés, les protéines, les composants de la vie sur Terre seraient dissous en un clin d'œil. La surface de la planète est trop chaude pour qu'une molécule complexe n'aboutisse à la vie. L'atmosphère de Vénus est aussi 50 fois plus sèche que l'endroit le plus aride de notre planète. Il existe une théorie selon laquelle les microbes pourraient se cacher dans les rares gouttelettes d'eau qui flottent dans l'atmosphère. Mais cela n'a pas encore été prouvé. Aujourd'hui, l'équipe demande plus de temps d'observation à l'aide du télescope. Les scientifiques vont chercher d'autres gaz associés à la vie. Mais même s'ils trouvent plus de preuves, les formes de vie sur Vénus seraient faites de composants absolument différents de ceux qu'on trouve sur Terre, où il pourrait être protégé par une coquille résistante à l'acide sulfurique. Elle peut être faite de substances telles que le soufre, la cire, le graphite ou de choses inimaginables. Bien sûr, certains experts se demandent si la vie est bien possible sur Vénus. Ils pensent que le gaz pourrait être produit lors de processus géologiques ou atmosphériques qui ont lieu sur la planète. Mais les partisans des deux théories s'accordent sur une chose, la découverte est extraordinaire. Curieusement, les astronomes ont toujours tenté de découvrir des signes de vie sur les lunes gelées des planètes géantes, voire même plus près, sur Mars. Mais ils n'ont jamais pensé à Vénus. Si les futures observations du télescope et les prochaines missions spatiales confirment que la phosphine est produite par des organismes vivants, nous aurons une excellente surprise.
Alors on connaîtrait une planète avec une biosphère qui pourrait nous accueillir. Et cette planète serait tout près de la Terre. En parlant de visiter Vénus, néanmoins, serait-il possible pour l'homme d'atterrir sur cette planète? Après tout, les robots atterrissent bien à la surface de Mars. Et Vénus est plus près de la Terre que Mars. Mais elle a aussi des conditions plus difficiles. La planète est plus chaude que Mercure, même si Vénus est presque 2 fois plus éloignée du Soleil. Les températures sont plus chaudes que le point de fusion de n'importe quel métal. Et certains, comme le plomb ou le bismuth, tombent un peu comme de la neige sur les pics des plus hautes montagnes. Si tu atterris sur cette planète, tu ne trouverais rien que de la roche stérile. Les plaines géantes de basalte regorgent de volcans et de montagnes. Dans certains endroits, la surface fond à cause de la chaleur qui se trouve dessous. Après en avoir relâché un peu, la roche se solidifie à nouveau. Si l'on se rend un jour sur cette planète, il faudra probablement construire une ville flottante dans les nuages de l'atmosphère de Vénus. À environ 50 km de la surface, les conditions, comme la pression et la gravité, sont similaires à celles de la Terre. La température est plutôt gérable aussi, environ 75 degrés Celsius. Il faut s'imaginer la vallée de la mort en Californie lors d'une journée très chaude. La pression atmosphérique est 2 fois moins importante que celle que nous avons au niveau de la mer chez nous. Si tu vas dehors, tu peux t'en sortir sans combinaison pressurisée. La pression que tu ressentirais serait la même qu'en haut du mont Kilimandjaro. De plus, cette colonie serait mieux protégée des rayons du soleil que sur Mars. Si l'atmosphère était la destination finale de la mission, faire atterrir un vaisseau spatial, ou plutôt le faire planer dans l'air, serait tout à fait différent. L'idée est d'utiliser un dirigeable dans la strate haute de l'atmosphère durant de longues périodes. Le dirigeable, enrobé d'une enveloppe protectrice, entrerait dans l'atmosphère de la planète à la vitesse de 7 km par seconde. En quelques 7 minutes, la vitesse retomberait à 0,45 km par seconde. Ensuite, un énorme parachute s'ouvrirait. Cela ralentirait encore plus le vaisseau. Et alors, les choses deviendraient encore plus trépidantes. L'enveloppe protectrice, dont on n'aurait plus besoin, disparaîtrait. Le ballon se gonflerait tout seul, en poursuivant sa course vers la surface de la planète. Sa vitesse serait alors de 100 mètres par seconde. Bientôt, on n'aurait plus besoin de parachute. L'équipage s'en débarrasserait et le vaisseau se remplirait complètement d'air. Si tout se déroulait comme prévu, il s'arrêterait à 48 km au-dessus de la surface de Vénus. Ensuite, le dirigeable voyagerait autour de la planète. Il se déplacerait grâce au vent qui pourrait atteindre 350 km/h au-dessus de la strate supérieure des nuages. Si tu décidais de t'approcher de la surface, cependant, tu devrais être très précautionneux. Au milieu de la couche du nuage, le vent peut être 2 fois plus puissant. Le dirigeable pourrait se remplir d'un mélange respirable d'azote et d'oxygène. Cette combinaison serait moins dense que l'atmosphère de Vénus. Cela fournirait la flottabilité nécessaire au vaisseau. Tu sais, pour rester dans les airs. Vénus est connue pour ses nuages super denses. Ce sont eux qui la rendent si brillante et visible depuis la Terre. Vénus reflète plus de 75% de la lumière qui provient du Soleil. Cette couche de nuages réfléchissante existe grâce à la brume de gouttelettes d'acide sulfurique dans l'atmosphère. Et elle se rassemble exactement à la hauteur où le vaisseau flotterait. Heureusement, on sait déjà comment lutter contre l'acidité. Quelques matériaux, par exemple, le téflon et quelques types de plastique, ont une incroyable résistance à l'acide. Ils pourraient protéger l'extérieur du vaisseau. Alors, imaginons que tu aies besoin de travailler sur une plateforme à l'extérieur. Eh bien, tu serais capable de le faire en ne portant qu'une combinaison contre les produits chimiques et en apportant l'approvisionnement nécessaire en air. Waouh, ça a l'air amusant, non ? Ouais. Moi non plus, je ne suis pas emballé. Dans notre système solaire, la plupart des planètes tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. La plupart, mais pas Vénus. Cette planète rebelle a décidé d'aller dans le sens classique, et les scientifiques tentent encore de comprendre pourquoi. D'ailleurs, pourquoi les planètes tournent-elles ? Qu'est-ce qui définit leur vitesse de rotation ? Et le Soleil, tourne-t-il lui aussi ? Attache ta ceinture et essayons de répondre à ces questions. Vénus est la 2e planète à partir du Soleil et la plus chaude de notre système solaire. Savais-tu que Vénus est parfois appelée la jumelle de la Terre ? En effet, sa taille et sa composition sont similaires à celles de notre planète. Mais les ressemblances s'arrêtent là, car Vénus est un endroit assez déjanté, c'est le moins que l'on puisse dire. Par exemple, prenons le climat. Sur Vénus, il fait toujours chaud et il y a des nuages. Et quand je dis chaud, je n'exagère pas. Il y fait plus de 436 degrés. Et ces nuages ? Ils ne sont pas faits d'eau comme sur Terre. Ils sont faits d'acide sulfurique.
Alors effectivement, sur Vénus, mieux vaut ne pas sortir sans une excellente crème solaire. Si on regarde les photos prises depuis sa surface, on peut observer des nuages, d'un jaune toxique et des paysages craquelés et désolés. Il est à noter que le vaisseau spatial qui a pris ces photos s'est éteint presque immédiatement après les avoir envoyées. Pauvre petit. Mais la surface de Vénus n'est pas qu'une terre solide, sombre et plate. En fait, Vénus possède des montagnes plus hautes que le mont Everest. Mais elles ne sont pas faites de roches comme celles de la Terre. Elles sont constituées d'un matériau volcanique plus dense que la roche. Vénus est un endroit assez effrayant qui recèle de nombreux mystères. L'un d'entre eux intrigue les scientifiques depuis des années. Il s'agit donc de la rotation de la planète. La plupart des planètes de notre système solaire tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Mais Vénus n'est pas comme les autres. Elle tourne dans le bon sens. Et ce n'est pas tout. Elle tourne également autour du Soleil plus vite que sur elle-même. En d'autres termes, sur cette planète, une année passe plus vite qu'un jour. C'est un peu comme si Vénus avait choisi l'excentricité comme mission de vie. Mais pourquoi ? Les scientifiques ont quelques théories. Selon l'idée la plus répandue, avant, Vénus tournait dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, comme les autres, mais quelque chose s'est produit qui l'a fait changer d'avis. Et de quoi s'agit-il, me diras-tu ? D'un objet de la taille d'une planète. Les astronomes pensent que quelque chose d'énorme est entré en collision avec Vénus, l'envoyant tournoyer dans le sens inverse. On peut imaginer cela comme un coup de billard cosmique. L'énorme objet mystérieux étant la boule de billard et Vénus la boule cible. Mais on ne peut pas dire que Vénus va dans le mauvais sens. Il n'existe pas de mauvais sens de rotation dans l'univers. C'est ce qu'on appelle la rotation rétrograde. C'est le cas lorsqu'une planète tourne dans le sens inverse de son orbite autour du Soleil. Vénus, par exemple, a une rotation rétrograde, ce qui signifie que le Soleil se lève à l'ouest et se couche à l'est sur cette planète. Désormais, lorsque ton horoscope te dira « Mercure rétrograde », tu sauras de quoi il s'agit. Mais Vénus n'est pas la seule planète bizarre de notre système solaire. Il existe des rotations de planètes tout à fait farfelues. Par exemple, la plupart des planètes de notre système solaire tournent autour d'une ligne imaginaire appelée axe. Cet axe est généralement rectiligne par rapport à l'orbite de la planète autour du Soleil. Cependant, certaines planètes comme Uranus ont un axe incliné, ce qui signifie qu'il est presque sur le côté par rapport à son orbite. Cette inclinaison fait que les pôles de la planète sont quasiment sur le même plan que leur orbite. Résultat, à mesure que la planète tourne autour du Soleil, différentes parties reçoivent différentes quantités de lumière solaire, ce qui entraîne des variations saisonnières extrêmes. Par exemple, un pôle peut être exposé en permanence à la lumière du Soleil, tandis que l'autre sera plongé dans l'obscurité totale pendant une longue période. Uranus est la seule planète de notre système solaire à tourner sur elle-même. Les scientifiques pensent qu'elle aurait pu reproduire l'histoire de Vénus. Il fut un temps où un impact important a fait basculer Uranus hors de son axe de rotation d'origine, lui faisant prendre un angle de 98 degrés. Nous devrions être reconnaissants à Jupiter. Sa folle gravité attire tous les astéroïdes et nous protège de telles collisions. Tout ceci est quelque peu similaire à ce que l'on nomme les planètes en rotation synchronisée par effet de marée. Oui, c'est un peu long. Imaginons que tu aies un rendez-vous avec une planète, mais qu'au lieu d'être charmante et mystérieuse comme tu l'espérais, elle se contente de te fixer avec le même visage toute la nuit. C'est en gros ce qui se passe avec ces planètes-là. Elles tournent autour de leur axe à la même vitesse qu'elles tournent autour de leur étoile. Cela signifie que le même côté de la planète fait toujours face à l'étoile, tandis que l'autre côté est en permanence dans l'obscurité. Ce phénomène peut avoir des effets étranges sur le climat et les conditions météorologiques de la planète. Le côté qui fait face à l'étoile peut devenir extrêmement chaud, tandis que l'autre peut être incroyablement froid. L'atmosphère de la planète peut également devenir très instable, avec des vents violents soufflant du côté chaud vers le côté froid. Et il n'y a pas que les planètes qui sont concernées. Notre Lune fonctionne aussi de cette manière. Savais-tu que nous ne voyons toujours qu'un seul côté de la Lune ? C'est parce qu'elle est verrouillée par la Terre. Nous pouvons également prendre l'exemple de la planète naine Pluton. Elle a une étrange trajectoire de rotation avec sa plus grande lune, Charon. Elles sont verrouillées elles aussi, ce qui signifie qu'elles se font toujours face du même côté.
Par conséquent, Pluton et Charon semblent valser autour d'un centre de gravité commun, créant ainsi une danse unique dans l'espace. Mais les bizarreries de notre système solaire ne s'arrêtent pas là. Il existe aussi des planètes dont la rotation est ultra rapide. Alors que la plupart des planètes tournent à un rythme plutôt tranquille, certaines d'entre elles sont d'une rapidité digne de Sonic. Jupiter, par exemple, tourne une fois toutes les 9h56, ce qui signifie que sa journée dure moins de 10 heures. C'est assez rapide pour que la planète soit bombée au niveau de son équateur. De plus, cette rotation rapide crée de fortes rafales de vent qui peuvent atteindre une vitesse de 643 km/h. Et si tout cela reste encore logique, que dire alors des rotations chaotiques ? Et oui, certaines planètes ont une rotation tellement irrégulière et imprévisible qu'on parle de rotation chaotique. Ce phénomène est souvent dû à l'influence gravitationnelle de lunes ou d'autres planètes proches. C'est surtout le cas des lunes et des petits objets de ce type. Dans notre système solaire, certaines lunes de Pluton, Saturne et Neptune présentent cette caractéristique. Au fait, le Soleil est en rotation lui aussi, tout comme les planètes. Cependant, son mouvement n'est pas homogène. L'équateur tourne plus vite que les pôles. C'est un peu bizarre, non ? Ce phénomène crée un champ magnétique qui est à l'origine de phénomènes tels que les taches et les éruptions solaires. Mais tout cela soulève un point intéressant. En fait, pourquoi les planètes tournent-elles ? Cette question peut sembler idiote. Mais est-ce que tu peux y répondre ? La solution est sans doute un peu plus compliquée que tu ne l'imagines. Tout a commencé il y a environ 4,5 milliards d'années avec la formation de notre système solaire. À l'origine, il s'agissait d'un vaste nuage de gaz et de poussière. Lorsque le nuage a commencé à se contracter sous l'effet de sa propre gravité, il s'est mis à tourner de plus en plus vite, comme une toupie. Ce mouvement de rotation a entraîné l'aplatissement du nuage qui a pris la forme d'un disque. Au fur et à mesure que le nuage se contractait, le centre devenait plus dense et plus chaud, ce qui a fini par former le Soleil. Pendant ce temps, la matière contenue dans le disque a commencé à s'agglutiner et à former des planètes. Mais comme le disque tournait déjà, les planètes ont hérité de ce mouvement de rotation au fur et à mesure de leur formation. En d'autres termes, les planètes tournent par inertie. Elles ont hérité du mouvement de rotation du nuage de gaz et de poussière à partir duquel elles se sont formées. C'est ce que l'on appelle la conservation du moment angulaire. C'est le même principe qui fait que les patineurs sur glace tournent plus vite lorsqu'ils rentrent les bras. Voilà qui conclut en beauté la présentation de l'univers loufoque de la rotation des planètes. De la rotation fulgurante de Jupiter à l'étrange rotation à l'envers de Vénus, il est clair que notre système solaire est rempli de surprises. Mais grâce aux lois de la physique et à l'attraction gravitationnelle du Soleil, ces planètes continuent de tourner suivant le rythme régulier du cosmos. On y reviendra. En 2020, les scientifiques ont étudié la surface de Vénus. Cette planète a une atmosphère similaire à celle de la Terre. C'est pourquoi elle est si intéressante. Au fil des recherches, on a découvert qu'il y avait de la phosphine dans les gaz environnants de cette planète. Cette substance présente des composés organiques phosphoreux avec une combinaison de carbone ou d'hydrogène. C'est une découverte importante car la phosphine toxine incolore peut avoir une origine biologique. Sur Vénus, l'activité volcanique récente pourrait être une raison de l'application de ce gaz. Mais il est aussi possible que des bactéries y vivent vraiment. Passons maintenant de Vénus à la Terre, aux îles Falkland précisément. De magnifiques manchots papous vivent ici. Les scientifiques ont prélevé des échantillons d'excréments des manchots pour les étudier. En laboratoire, ils ont analysé les déjections des papous et y ont trouvé de la phosphine. Cette découverte a choqué la communauté scientifique. Comment cette substance qui existe à 61 millions de kilomètres de nous s'est-elle retrouvée dans les manchots ? C'est difficile à imaginer. Mais si ces oiseaux inhabituels nous venaient directement de Vénus, s'ils lèvent si souvent la tête, c'est peut-être pour regarder leur lointaine maison dans le ciel étoilé. Les manchots font partie des rares oiseaux qui peuvent transformer l'eau salée en eau douce à l'intérieur de leur corps. Il y a des glandes uniques à côté de leurs yeux qui fonctionnent comme des puissants reins. Elles permettent aux manchots d'éliminer le sel de leur sang. Alors peut-être que cette même glande pourrait les aider à survivre sur Vénus. Les manchots ne peuvent pas voler sur notre planète, mais l'atmosphère de Vénus est parfaite pour leur vol. Il est possible que des millions de manchots volent sur Vénus en ce moment même. Nous ne pouvons simplement pas les voir à cause des gaz qui recouvrent la planète. Bien sûr, il est peu probable que cette théorie trouve une confirmation.
les manchots seraient difficilement capables de survivre dans l'atmosphère de Vénus, qui est composée à 96% de dioxyde de carbone. Il y a aussi une petite quantité de nuages d'acide sulfurique sur cette planète, mais les scientifiques ne savent toujours pas comment le corps de ces oiseaux peut produire de la phosphine. Ils prévoient de mener une étude approfondie et d'observer le comportement des manchots papous. Ils doivent savoir ce que les oiseaux mangent, quel genre de mode de vie ils mènent, et bien plus encore. Les manchots ne peuvent pas voler sur notre planète, mais l'atmosphère de Vénus est parfaite pour leur vol. Après ces recherches, les scientifiques espèrent que la phosphine des manchots aidera à identifier de nombreux organismes différents vivant sur d'autres planètes. Il est possible qu'à l'intérieur des manchots, certaines bactéries anaérobiques produisent de la phosphine pour combattre d'autres microbes concurrents. On peut aussi trouver des traces de phosphine dans le limon des étangs sur notre planète. Dans un avenir proche, les scientifiques vont envoyer plusieurs sondes sur Vénus pour explorer l'atmosphère de la planète et trouver la source de cette phosphine. Il y a un autre animal qui pourrait bien venir d'une autre planète. Celui-ci vit dans les mers et les océans. En 2018, un article scientifique a été publié dans lequel un groupe de chercheurs a déclaré que les pieuvres n'étaient pas nées sur Terre et ils les ont qualifiées de créatures de l'espace. Il y a d'ailleurs plusieurs raisons de le penser. Selon l'une des hypothèses, des virus venus d'autres mondes sont tombés dans l'océan de la Terre et ont infecté les calmars et les crustacés. L'infection les a forcés à évoluer en pieuvres. Une autre théorie dit que les œufs de pieuvre ont été apportés sur notre planète par une météorite. Toutes ces versions sont apparues en raison du caractère unique de la pieuvre. Ces créatures marines sont étroitement liées aux escargots, aux mollusques et aux calmars, mais les pieuvres sont beaucoup plus intelligentes. Ce sont les invertébrés les plus intelligents de la planète. Leurs capacités intellectuelles sont également supérieures à celles de nombreux mammifères, et même à celles de certains mecs avec qui j'étais en classe. Ils ont l'un des systèmes nerveux les plus complexes de tous les organismes vivants. Les pieuvres ont un cerveau central dans leur corps et leurs tentacules sont dotés d'une connexion neuronale qui leur permet de penser séparément de l'esprit central. Leur vision est développée de telle manière que leurs yeux peuvent être comparés à l'objectif d'une caméra vidéo de pointe. Elles peuvent changer de couleur et de forme, se camoufler grâce à une combinaison de pigments de couleurs, de nerfs et de muscles. Mais le plus impressionnant, c'est leur intelligence. Elles peuvent se détendre et ne rien faire, être paresseuses et s'amuser. Aucune autre créature sur la planète n'a une apparence et un comportement aussi inhabituels. Mais la principale raison de les considérer comme des extraterrestres venus de l'espace est leur histoire évolutive. Pour tout animal vivant, on peut tracer les étapes de son évolution. Par exemple, les éléphants et les mammouths descendent d'un ancêtre commun de la famille des éléphants, qui s'est éteint il y a 5 à 6 millions d'années. Si tu remontes encore plus loin dans le passé, tu vois que presque tous les mammifères descendent de reptiles semblables à ces animaux. Presque chaque animal descend d'une branche de l'évolution qui a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Chaque espèce évolue sur des millions d'années. Mais les pieuvres n'ont pas une telle branche. Elles sont soudainement apparues sur l'arbre généalogique. Du point de vue de l'évolution, les calmars auraient dû évoluer en pieuvres pendant des millions d'années. Mais les scientifiques ne parviennent pas à retracer l'évolution des pieuvres avec leur intelligence, leurs tentacules et leur capacité à se camoufler. Le génome de la pieuvre ne ressemble à aucun autre génome de la planète. Si l'origine extra-atmosphérique des pieuvres s'avère réelle, cela pourrait confirmer une théorie opposée à l'évolution de Darwin. Selon cette théorie, les organismes vivants ou leurs embryons ont été amenés sur Terre depuis l'extérieur sur des météorites. Mais pour l'instant, il n'y a aucune preuve pour soutenir cette théorie. Certains scientifiques pensent que les pieuvres se sont séparées de la lignée des calmars il y a environ 135 millions d'années. Mais cette théorie n'a pas été étayée non plus. Néanmoins, si les pieuvres nous sont arrivées de l'espace, comment est-il possible que des organismes vivants aient survécu à un voyage interstellaire ? En fait, ce n'est pas impossible. Il existe des créatures sur Terre qui peuvent survivre dans l'espace. Il s'agit des tardigrades ou oursons d'eau. Ce sont des invertébrés microscopiques à 8 pattes proches des arthropodes. Il te faut un microscope pour les distinguer. Mais même un microscope basique te permettra de les voir en détail. De l'extérieur, ils ressemblent un peu à des ours. On les surnomme oursons d'eau car ils ont une fine couche d'eau autour du corps pour éviter la déshydratation. Ces créatures ont été trouvées dans toutes sortes d'environnements, des profondeurs de l'océan aux chaudes dunes de sable. Ils sont incroyablement tenaces grâce à leur structure unique. Ils ont l'air mous, mais leur corps est recouvert d'une cuticule dure. Ce revêtement ressemble à l'exosquelette des sauterelles, des mantes et de nombreux autres insectes. Les oursons d'eau se débarrassent de l'ancienne couche de cuticule pour grandir. Chacune de leurs 8 pattes possède 4 à 6 griffes, ce qui les aide à s'accrocher à n'importe quelle surface. Les tardigrades ont réussi à survivre à une température de moins de 200 degrés. C'est presque 3 fois plus froid que la température de l'Antarctique. Les conditions chaudes ne sont pas non plus un problème pour eux. Ils ont survécu à une température de 148 degrés. Cela signifie qu'ils peuvent survivre dans l'eau bouillante.
Les oursons d'eau n'ont pas non plus peur des radiations ou des hautes pressions. Dans les profondeurs de l'océan, la pression peut déduire les alliages de métaux les plus robustes. L'ourson d'eau, quant à lui, peut résister à une pression 6 fois plus élevée. Mais le plus étonnant, c'est qu'ils peuvent survivre dans le vide de l'espace. Notre planète a un champ magnétique, c'est-à-dire un bouclier qui nous protège du rayonnement solaire. Les tardigrades ne se soucient pas de ces radiations. Ils peuvent aller en orbite terrestre basse et revenir indemnes. La force de leur organisme est assurée par une protéine qui protège leur ADN des rayonnements ionisants. Les tardigrades peuvent aussi tomber dans un état de cryptobiose. Si les conditions environnantes engendrent le gel, le dessèchement, le manque d'oxygène ou une surabondance de sel, le tardigrade rentre sa tête et ses jambes à l'intérieur de son corps et s'endort. Il peut rester sous la forme d'un tonneau immobile jusqu'à ce que les conditions qui l'entourent s'améliorent. L'état de cryptobiose lui permet de survivre sans eau ni nourriture pendant des décennies. En 2016, des scientifiques ont réussi à faire revivre 2 tardigrades qui dormaient depuis plus de 30 ans. Ces créatures ont survécu à 5 catastrophes naturelles mondiales. Elles sont apparues il y a environ 5 milliards d'années et il est possible qu'elles vivent encore autant de temps. Elles ne craignent aucune apocalypse. Des astéroïdes frappent notre planète, une supernova explose à proximité et ses radiations éclaboussent la Terre, une tempête de chaleur ou de glace mondiale se déclenche. Les humains et la plupart des créatures vivantes ne survivront peut-être pas à ces événements, mais les oursons d'eau, eux, le pourront. Vénus et la Terre sont si différentes qu'une question aussi absurde que « qu'est-ce qui est le plus long ? Un jour ou une année ?» laquelle n'aurait aucun sens sur Terre, prend tout son sens sur notre voisine. En effet, un jour sur Vénus est plus long qu'une année. Pour mettre cela en perspective, un jour vénusien équivaut à 243 jours terrestres, tandis qu'une année vénusienne ne dure que 225 jours terrestres. C'est comme si vous fêtiez votre anniversaire chaque jour. Vénus est souvent surnommée la jumelle maléfique de la Terre. Leurs différences sont si frappantes qu'on pourrait croire qu'elles proviennent de galaxies totalement différentes. Pour vous donner une idée de leur divergence, si le rapport jour-année ne suffisait pas, le Soleil se lève à l'ouest sur Vénus et se couche à l'est. L'une des rares similitudes entre ces 2 planètes est leur taille. Pourtant, il fut un temps où Vénus et la Terre étaient notées comme cul et chemise, les meilleurs amis qui soient depuis les débuts du système solaire. Vénus était autrefois le centre de toutes les attentions. Les scientifiques de la NASA pensent qu'elle aurait pu abriter un océan d'eau liquide et des températures de surface propices à la vie pendant jusqu'à 2 milliards d'années. Mais la Vénus actuelle est tout autre, avec ses températures extrêmes et une atmosphère dense en dioxyde de carbone. Alors, qu'est-ce qui a conduit à ce relooking cosmique ? La taille, l'emplacement et l'attitude, autrement dit la distance par rapport au Soleil et la chaleur interne de la planète, qui ont joué un rôle crucial dans les destins de Vénus et de la Terre. À propos, il fut un temps où 3 planètes pouvaient potentiellement abriter la vie, Vénus, la Terre et Mars. Imaginez 3 gâteaux dans un four. Une fois cuits, il serait temps de les sortir. L'un aura été placé devant une fenêtre ouverte en plein hiver, un autre posé soigneusement sur une table et recouvert d'un joli torchon propre, et le dernier aura tout simplement été oublié dans le four. Mars, la Terre et Vénus sont comme ces 3 gâteaux. Mars est devenue trop froide et inhospitalière. La Terre est restée agréable et tempérée, bien protégée de la plupart des désagréments, tout comme le gâteau chanceux protégé par son torchon. Et Vénus est devenue brûlante et proprement immangeable. En termes de développement, la Terre a suivi une voie lente et régulière, préservant ses océans, son atmosphère stable et sa biodiversité. Vénus, en revanche, a accru sa température, vu s'évaporer ses océans, et n'a pas lésiné sur les gaz à effet de serre. En conséquence, nous avons une planète où vous fondrez plus vite qu'un bonhomme de neige au mois de juillet. Mars, au contraire, vous transformerait en glaçon en quelques secondes. Toutefois, il se pourrait qu'elle ait été assez accueillante. Certains scientifiques pensent que Mars était autrefois couverte de rivières et de lacs en abondance, et qu'elle ne manquait certainement pas d'eau. Même aujourd'hui, Mars possède encore les vestiges d'un océan baptisé Oceanus Borealis. Cet océan a perdu presque toute son eau au fil du temps. Désormais, les sources d'eau martiennes comprennent les calottes glaciaires des pôles et les minéraux présents dans la roche. Selon les estimations, seul 1% de toute cette eau s'est évaporée, tandis que 99% seraient toujours prisonniers de la planète rouge. Les calottes polaires de glace sont faciles à appréhender puisque nous avons les mêmes sur Terre. Mais des roches contenant de l'eau ? C'est simple. Il existe au moins 4 types de minéraux hydratés sur Mars.
Il y a des argiles hydriques composées de silicium et d'oxygène, et ce qui est intéressant, c'est qu'elles peuvent également contenir du magnésium et du fer, lesquels se déclinent sous la forme de sulfate hydraté. Ne soyez pas dégoûtés si l'on vous apprend que tout cela dégage une forte odeur d'œuf pourri, mais c'est typique du sulfure d'hydrogène et pas seulement du soufre. Ces minéraux intègrent l'eau directement dans leur formule chimique. On trouve aussi la silice hydratée, dont la formule contient également de l'eau. Les scientifiques ont expérimenté la culture de plantes dans des conditions similaires à celles de Mars et ont obtenu quelques succès avec la luzerne. La culture de la luzerne a également aidé à accélérer la croissance d'autres plantes, comme les navets et la laitue. Bien que de l'eau puisse être disponible sur la planète rouge, l'air sur Mars est principalement composé de dioxyde de carbone. Cependant, l'expérience d'utilisation in situ des ressources en oxygène de Mars, ou simplement MOXIE, peut produire de l'oxygène sur Mars, ce qui pourrait être crucial pour les missions futures. Concernant les sources d'énergie martiennes, les énergies solaires, éoliennes et géothermiques figurent parmi les plus prometteuses. L'énergie solaire est moins efficace sur Mars en raison d'une lumière plus faible et de fréquentes tempêtes de sable, mais les énergies éoliennes et géothermiques pourraient servir d'alternative. Avec ces ressources à disposition, les humains pourraient potentiellement prospérer sur Mars. Mais revenons à la comparaison de nos planètes sœurs. Tandis que Mars et la Terre possèdent des lunes, Mars en ayant même 2, Vénus n'en a aucune, tout comme Mercure. En raison de sa proximité avec le Soleil et de la forte attraction gravitationnelle de notre étoile, Mercure ne peut pas retenir de satellite. La probabilité qu'une lune orbitant autour de Mercure entre en collision avec la planète ou soit attirée dans l'orbite du Soleil serait plus qu'élevée. Tout cela semble assez évident. Toutefois, l'absence de lune autour de Vénus demeure une énigme irrésolue. Malgré les températures extrêmement élevées de Vénus, les scientifiques pensent que même aujourd'hui, elle pourrait ne pas être aussi hostile à la vie que nous le pensions auparavant. Une récente étude du MIT a découvert 19 acides aminés qui ont survécu un mois entier dans une solution comparable à ce que l'on trouve sur Vénus. Et oui, certains aiment quand c'est épicé. En outre, Rocket Lab et l'Institut de technologie du Massachusetts s'associent pour envoyer un engin spatial non habité, le Venus Life Finder, en mission d'exploration. Cet appareil recherchera des signes de vie dans l'atmosphère vénusienne à l'aide d'un instrument spécial appelé néphélomètre à autofluorescence. Et non, on n'invente rien. Initialement prévue pour un lancement en 2023, la mission a été reportée à décembre 2024, avec une arrivée dans l'orbite de Vénus prévue pour mai 2025. L'objectif de la mission est de découvrir des composés organiques dans l'atmosphère de la planète, ce qui pourrait indiquer l'existence de conditions habitables dans sa couche nuageuse. L'engin spatial est équipé d'un étage de croisière baptisé Photon Explorer et d'une sonde atmosphérique compacte dotée du néphélomètre. La sonde descendra à travers l'atmosphère vénusienne, collectant des données sur les particules nuageuses et les composés organiques. En 2020, des scientifiques ont annoncé la découverte de phosphine sur Vénus, un composé potentiellement lié à la vie. Ils travaillent encore à confirmer cette découverte, en utilisant des données provenant de télescopes ou même de missions antérieures. Il se pourrait que des preuves soient cachées dans les anciennes données reçues de Vénus par la NASA, lesquelles pourraient apporter plus de clarté sur cette découverte. La possible présence de phosphine sur Vénus a éveillé à la fois enthousiasme et prudence parmi les scientifiques. Pour confirmer cette hypothèse, davantage de données issues de télescopes ou de nouvelles missions spatiales sont nécessaires. Si ce gaz est effectivement détecté, cela pourrait indiquer l'existence d'une forme de vie produisant de la phosphine dans les nuages de Vénus, marquant ainsi un grand pas vers une meilleure compréhension de la planète. Certains experts estiment que l'envoi de sondes vers Vénus pour détecter directement la phosphine serait la méthode la plus fiable pour confirmer sa présence. Il se pourrait même qu'une mission de la NASA des années 80 ait déjà détecté cette phosphine, mais que cette découverte soit passée inaperçue à l'époque. Aujourd'hui, les données sont réévaluées pour identifier toute preuve négligée de la présence de ce gaz. Cela pourrait également indiquer que la phosphine est présente dans l'atmosphère de Vénus depuis des décennies, soulevant des questions sur son origine. Cependant, cette interprétation ne fait pas l'unanimité, et un débat s'est engagé parmi les scientifiques sur la nature réelle des gaz détectés. Les anciennes données provenant d'autres missions pourraient également receler des indices de la présence de phosphine sur Vénus. Tandis que de nouveaux engins spatiaux s'apprêtent à explorer la planète,
La clé pour résoudre ce mystère pourrait bien se trouver dans des archives vieilles de plusieurs décennies. À ce jour, 46 missions spatiales ont été envoyées vers Vénus, certaines profitant de l'assistance gravitationnelle de la planète lors de son survol. La dernière fois qu'un engin spatial a réussi à atterrir sur Vénus remonte à juin 1985, lors de la mission Vega 2. À présent, nous n'avons plus qu'à attendre de voir quelle découverte nous réserve Venus Life Finder. De nos jours, il vaut mieux prendre l'avion si l'on veut se rendre de New York à Londres. Mais saviez-vous qu'il fut un temps où ces deux villes se trouvaient sur le même continent? L'explication est un peu plus compliquée. Tout d'abord, ces deux villes n'existaient pas à l'époque. Mais les plaques tectoniques sur lesquelles elles se trouvent aujourd'hui étaient beaucoup plus proches. Il y a près de 200 millions d'années, tous les continents de notre planète se sont réunis pour former un grand supercontinent. Cet énorme morceau de terre était entouré d'un seul océan. Nous appelons aujourd'hui cet immense continent la Pangée. Certaines parties de ce continent se sont séparées et se sont éloignées, et c'est ainsi que nos cartes sont arrivées à leur configuration actuelle. Il existe même une expérience intéressante que vous pouvez réaliser pour tester cette théorie. Trouvez une carte en ligne et imprimez-la sur une feuille de papier. Il vous suffit ensuite de découper tous les continents. Lorsque vous commencerez à jouer avec eux, vous remarquerez rapidement qu'ils semblent s'emboîter les uns dans les autres, comme les pièces d'un puzzle. La chose la plus frappante que vous verrez est probablement la façon dont l'Amérique du Sud s'emboîte parfaitement dans l'Afrique. Ce qui est encore plus fascinant, c'est que ce n'est pas la première fois dans l'histoire de notre planète que des supercontinents se forment, puis se désagrègent. Les scientifiques ont découvert que cela s'est déjà produit au moins 3 fois. Et si l'on considère l'âge de notre planète, 4,5 milliards d'années, les 200 millions d'années qui viennent de s'écouler sont à peine un battement de cils. Comment les scientifiques ont-ils compris que les continents se déplaçaient? Outre l'aspect actuel des continents, ils ont également trouvé des roches identiques à différents endroits de la planète. Elles semblent s'être formées à partir des mêmes minéraux et dans les mêmes conditions météorologiques. D'autres indices? Les dinosaures. Des fossiles de la même espèce ont été découverts en Amérique du Sud et en Afrique. Ce dinosaure particulier, le Mésosaurus, aurait vécu sur notre planète bien avant que les continents ne se séparent. Il est difficile d'imaginer ce qu'a pu être la vie sur Terre avec un seul continent. Tout d'abord, le climat devait être très différent. En effet, la partie médiane de la Terre était probablement très sèche et ne disposait que de peu ou d'aucune source d'eau. De plus, elle était probablement cachée derrière de nombreuses chaînes de montagnes. Celle-ci aurait également constitué une barrière contre l'humidité et les précipitations. Cependant, les géologues ont également étudié des gisements de charbon aux États-Unis et en Europe. Ceux-ci semblent montrer qu'au moins une partie de l'ancien supercontinent, qui était proche de l'équateur, devait être une incroyable forêt tropicale. Tout comme celle que l'on trouve aujourd'hui en Amazonie. Le charbon apparaît lorsque des restes de plantes et d'animaux se trouvent pris dans des eaux marécageuses. Si l'eau exerce une pression suffisante, la substance se transforme d'abord en tourbe, puis en charbon. Notre planète a existé dans cette configuration continentale pendant plus de 100 millions d'années. Et pendant cette période, il y avait déjà beaucoup de vie sur Terre. C'était l'époque idéale pour être un insecte. Des animaux comme les coléoptères et les libellules ont prospéré. À la même époque, la Terre était parcourue par le prédécesseur de tous les mammifères, le synapside. La vie au sein de la Pangée a été durement éprouvée au cours d'une période ultérieure. On pense qu'une comète ou un astéroïde a atterri sur la surface de la Terre il y a environ 251 millions d'années. La théorie de l'astéroïde ou de la comète semble assez bien étayée, car 90% des animaux marins et 70% des créatures terrestres ont disparu d'un seul coup. La comète n'est peut-être pas la seule cause de cette extinction massive. À la même époque, il y a eu une importante activité volcanique dans le nord de l'Asie, qui a également pu perturber la vie sur Terre. Nous ne le remarquons peut-être pas, mais les continents continuent de se déplacer en ce moment même. La configuration que nous observons aujourd'hui grâce à l'imagerie satellite ne sera certainement pas la dernière. L'Australie, par exemple, se rapproche lentement de l'Asie.
Mais la preuve la plus importante que nos continents continuent de se déplacer est la partie orientale de l'Afrique. Cette région est tout simplement en train de se détacher de ses voisines. Pour en être témoin, vous devrez vous rendre dans l'un des endroits les plus chauds de la planète. Si vous visitez cette parcelle de terre située à l'est du continent africain, vous vous tiendrez peut-être exactement à un endroit qui, bientôt, sera divisé en deux par la mer. Sous cette région, 3 plaques tectoniques s'écartent lentement les unes des autres. Si nos données sont exactes, dans un futur proche, l'Afrique sera divisée en deux et un nouvel océan naîtra entre les deux régions. Pour confirmer cette théorie, les scientifiques étudient de près, depuis des années, une fissure de 56 km de long dans le désert éthiopien. On estime qu'il faudra entre 5 et 10 millions d'années pour que ce nouvel océan se forme. La croûte de notre planète étant constituée de multiples plaques tectoniques en perpétuel mouvement, c'est l'endroit idéal pour étudier ce processus. Ces plaques sont toutes de forme irrégulière et elles s'entrechoquent, glissent les unes sous les autres, ou se superposent. Les 3 plaques tectoniques que l'on trouve sous ce désert se déplacent également à des vitesses variées. L'une d'entre elles, la plaque arabique, s'éloigne de l'Afrique à une vitesse d'environ 2,5 cm par an. Les 2 autres plaques se déplacent un peu plus lentement, entre 1,25 cm et 5 mm par an. De plus, ces déplacements entraînent la remontée de matériaux provenant des profondeurs de la Terre et la formation d'une croûte océanique. Tous ces mouvements nous amènent à nous demander comment et quand se formera le prochain supercontinent. Jusqu'à présent, les scientifiques ont proposé plusieurs configurations possibles, chacune portant son propre nom, la nouvelle Pangée, la Pangée prochaine ou l'Amazie. Mais ces prédictions varient encore, car nous ne savons pas exactement comment et pourquoi les continents se déplacent réellement au fil du temps. Nous avons un indice dans la manière dont la Pangée originale s'est divisée. Quoi qu'il en soit, il faudra entre 15 et 100 millions d'années pour voir apparaître le prochain supercontinent. La nouvelle Pangée, c'est l'hypothèse de la continuation des mouvements actuels. Dans ce scénario, l'océan Atlantique continue de s'étendre et le Pacifique se rétrécit. Les 2 continents américains se réunissent d'abord vers le nord. L'Afrique, l'Europe et l'Asie se regroupent eux aussi, puis une immense et unique masse continentale se forme. Un autre scénario possible est la Pangée prochaine. Dans ce cas, l'Atlantique ralentit son expansion et devient une masse d'eau enclavée. L'Amérique du Nord, l'Afrique, l'Asie et l'Europe forment des parcelles de terre plus ou moins parallèles et complètement cousues les unes aux autres. En dessous, l'Amérique du Sud, l'Antarctique et l'Australie complètent le cercle qui entoure l'Atlantique Nord. Un vaste océan Pacifique finit par entourer l'ensemble des terres. L'Amazie est un scénario un peu difficile à comprendre et à étudier à l'heure actuelle. Comme plusieurs plaques tectoniques semblent se déplacer vers le nord, il est possible que tous les continents, à l'exception de l'Antarctique, glissent complètement vers le pôle nord. Le climat serait alors très différent et beaucoup plus froid. Dans ce scénario, le Pacifique et l'Atlantique resteraient des étendues d'eau libre. Les scientifiques pensent que cette possibilité est réelle en raison de certaines anomalies causées par la Pangée originale, dans les profondeurs de la Terre, dans la partie qu'on appelle le manteau. Si l'on se projette encore plus loin dans l'avenir de notre planète, on estime que dans environ 1 milliard d'années, la luminosité du Soleil sera supérieure d'environ 10%. L'atmosphère de la Terre ressemblera alors à celle d'une serre humide. En raison de l'augmentation de la chaleur, toutes les étendues d'eau de notre planète commenceront à s'évaporer. Dans 4 milliards d'années, la température de notre planète la rendra semblable à Vénus. La Terre pourrait devenir tellement chaude que sa surface commencera à fondre. Dans notre système solaire, la plupart des planètes tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. La plupart, mais pas Vénus. Cette planète rebelle a décidé d'aller dans le sens classique, et les scientifiques tentent encore de comprendre pourquoi. D'ailleurs, pourquoi les planètes tournent-elles? Qu'est-ce qui définit leur vitesse de rotation? Et le Soleil, tourne-t-il lui aussi?
Attache ta ceinture et essayons de répondre à ces questions. Vénus est la deuxième planète à partir du Soleil et la plus chaude de notre système solaire. Savais-tu que Vénus est parfois appelée la jumelle de la Terre ? En effet, sa taille et sa composition sont similaires à celles de notre planète. Mais les ressemblances s'arrêtent là, car Vénus est un endroit assez déjanté, c'est le moins que l'on puisse dire. Par exemple, prenons le climat. Sur Vénus, il fait toujours chaud et il y a des nuages. Et quand je dis chaud, je n'exagère pas. Il y fait plus de 436 degrés. Et ces nuages ? Ils ne sont pas faits d'eau comme sur Terre. Ils sont faits d'acide sulfurique. Alors effectivement, sur Vénus, mieux vaut ne pas sortir sans une excellente crème solaire. Si on regarde les photos prises depuis sa surface, on peut observer des nuages, d'un jaune toxique et des paysages craquelés et désolés. Il est à noter que le vaisseau spatial qui a pris ces photos s'est éteint presque immédiatement après les avoir envoyées. Pauvre petit. Mais la surface de Vénus n'est pas qu'une terre solide, sombre et plate. En fait, Vénus possède des montagnes plus hautes que le mont Everest. Mais elles ne sont pas faites de roches comme celles de la Terre. Elles sont constituées d'un matériau volcanique plus dense que la roche. Vénus est un endroit assez effrayant qui recèle de nombreux mystères. L'un d'entre eux intrigue les scientifiques depuis des années. Il s'agit donc de la rotation de la planète. La plupart des planètes de notre système solaire tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Mais Vénus n'est pas comme les autres. Elle tourne dans le bon sens. Et ce n'est pas tout. Elle tourne également autour du Soleil plus vite que sur elle-même. En d'autres termes, sur cette planète, une année passe plus vite qu'un jour. C'est un peu comme si Vénus avait choisi l'excentricité comme mission de vie. Mais pourquoi ? Les scientifiques ont quelques théories. Selon l'idée la plus répandue, avant, Vénus tournait dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, comme les autres, mais quelque chose s'est produit qui l'a fait changer d'avis. Et de quoi s'agit-il, me diras-tu ? D'un objet de la taille d'une planète. Les astronomes pensent que quelque chose d'énorme est entré en collision avec Vénus, l'envoyant tournoyer dans le sens inverse. On peut imaginer cela comme un coup de billard cosmique. L'énorme objet mystérieux étant la boule de billard et Vénus la boule cible. Mais on ne peut pas dire que Vénus va dans le mauvais sens. Il n'existe pas de mauvais sens de rotation dans l'univers. C'est ce qu'on appelle la rotation rétrograde. C'est le cas lorsqu'une planète tourne dans le sens inverse de son orbite autour du Soleil. Vénus, par exemple, a une rotation rétrograde, ce qui signifie que le Soleil se lève à l'ouest et se couche à l'est sur cette planète. Désormais, lorsque ton horoscope te dira « Mercure rétrograde », tu sauras de quoi il s'agit. Mais Vénus n'est pas la seule planète bizarre de notre système solaire. Il existe des rotations de planètes tout à fait farfelues. Par exemple, la plupart des planètes de notre système solaire tournent autour d'une ligne imaginaire appelée axe. Cet axe est généralement rectiligne par rapport à l'orbite de la planète autour du Soleil. Cependant, certaines planètes comme Uranus ont un axe incliné, ce qui signifie qu'il est presque sur le côté par rapport à son orbite. Cette inclinaison fait que les pôles de la planète sont quasiment sur le même plan que leur orbite. Résultat ? À mesure que la planète tourne autour du Soleil, différentes parties reçoivent différentes quantités de lumière solaire, ce qui entraîne des variations saisonnières extrêmes. Par exemple, un pôle peut être exposé en permanence à la lumière du Soleil, tandis que l'autre sera plongé dans l'obscurité totale pendant une longue période. Uranus est la seule planète de notre système solaire à tourner sur elle-même. Les scientifiques pensent qu'elle aurait pu reproduire l'histoire de Vénus. Il fut un temps où un impact important a fait basculer Uranus hors de son axe de rotation d'origine, lui faisant prendre un angle de 98 degrés. Nous devrions être reconnaissants à Jupiter. Sa folle gravité attire tous les astéroïdes et nous protège de telles collisions. Tout ceci est quelque peu similaire à ce que l'on nomme les planètes en rotation synchronisée par effet de marée. Oui, c'est un peu long. Imaginons que tu aies un rendez-vous avec une planète, mais qu'au lieu d'être charmante et mystérieuse comme tu l'espérais, elle se contente de te fixer avec le même visage toute la nuit. C'est en gros ce qui se passe avec ces planètes-là. Elles tournent autour de leur axe à la même vitesse qu'elles tournent autour de leur étoile. Cela signifie que le même côté de la planète fait toujours face à l'étoile, tandis que l'autre côté est en permanence dans l'obscurité. Ce phénomène peut avoir des effets étranges sur le climat et les conditions météorologiques de la planète. Le côté qui fait face à l'étoile peut devenir extrêmement chaud,
tandis que l'autre peut être incroyablement froid. L'atmosphère de la planète peut également devenir très instable, avec des vents violents soufflant du côté chaud vers le côté froid. Et il n'y a pas que les planètes qui sont concernées. Notre Lune fonctionne aussi de cette manière. Savais-tu que nous ne voyons toujours qu'un seul côté de la Lune ? C'est parce qu'elle est verrouillée par la Terre. Nous pouvons également prendre l'exemple de la planète naine Pluton. Elle a une étrange trajectoire de rotation avec sa plus grande lune, Charon. Elles sont verrouillées elles aussi, ce qui signifie qu'elles se font toujours face du même côté. Par conséquent, Pluton et Charon semblent valser autour d'un centre de gravité commun, créant ainsi une danse unique dans l'espace. Mais les bizarreries de notre système solaire ne s'arrêtent pas là. Il existe aussi des planètes dont la rotation est ultra rapide. Alors que la plupart des planètes tournent à un rythme plutôt tranquille, certaines d'entre elles sont d'une rapidité digne de Sonic. Jupiter, par exemple, tourne une fois toutes les 9h56, ce qui signifie que sa journée dure moins de 10 heures. C'est assez rapide pour que la planète soit bombée au niveau de son équateur. De plus, cette rotation rapide crée de fortes rafales de vent qui peuvent atteindre une vitesse de 643 km/h. Et si tout cela reste encore logique, que dire alors des rotations chaotiques ? Et oui, certaines planètes ont une rotation tellement irrégulière et imprévisible qu'on parle de rotation chaotique. Ce phénomène est souvent dû à l'influence gravitationnelle de lunes ou d'autres planètes proches. C'est surtout le cas des lunes et des petits objets de ce type. Dans notre système solaire, certaines lunes de Pluton, Saturne et Neptune présentent cette caractéristique. Au fait, le Soleil est en rotation lui aussi, tout comme les planètes. Cependant, son mouvement n'est pas homogène. L'équateur tourne plus vite que les pôles. C'est un peu bizarre, non ? Ce phénomène crée un champ magnétique qui est à l'origine de phénomènes tels que les taches et les éruptions solaires. Mais tout cela soulève un point intéressant. En fait, pourquoi les planètes tournent-elles ? Cette question peut sembler idiote. Mais est-ce que tu peux y répondre ? La solution est sans doute un peu plus compliquée que tu ne l'imagines. Tout a commencé il y a environ 4,5 milliards d'années avec la formation de notre système solaire. À l'origine, il s'agissait d'un vaste nuage de gaz et de poussière. Lorsque le nuage a commencé à se contracter sous l'effet de sa propre gravité, il s'est mis à tourner de plus en plus vite, comme une toupie. Ce mouvement de rotation a entraîné l'aplatissement du nuage qui a pris la forme d'un disque. Au fur et à mesure que le nuage se contractait, le centre devenait plus dense et plus chaud, ce qui a fini par former le Soleil. Pendant ce temps, la matière contenue dans le disque a commencé à s'agglutiner et à former des planètes. Mais comme le disque tournait déjà, les planètes ont hérité de ce mouvement de rotation au fur et à mesure de leur formation. En d'autres termes, les planètes tournent par inertie. Elles ont hérité du mouvement de rotation du nuage de gaz et de poussière à partir duquel elles se sont formées. C'est ce que l'on appelle la conservation du moment angulaire. C'est le même principe qui fait que les patineurs sur glace tournent plus vite lorsqu'ils rentrent les bras. Voilà qui conclut en beauté la présentation de l'univers loufoque de la rotation des planètes. De la rotation fulgurante de Jupiter à l'étrange rotation à l'envers de Vénus, il est clair que notre système solaire est rempli de surprises. Mais grâce aux lois de la physique et à l'attraction gravitationnelle du Soleil, ces planètes continuent de tourner suivant le rythme régulier du cosmos. On y reviendra.